Et oui, on parle d'un livre ce matin, Grandir avec le vivant, flore et faune dans les rites de passage. Un ouvrage collectif rédigé par une dizaine d'auteurs et d'autrices, des chercheurs pour la plupart issus de différents domaines, sociologie, anthropologie, psychologie ou même ethnobotanique, pour interroger chacun à sa manière et dans son domaine le lien entre eux, les jeunes et la nature, sachant que le concept même de nature, compris comme un domaine séparé de l'homme, est une construction largement issue de la pensée occidentale. Dans beaucoup de cultures et sociétés, cette séparation n'existe pas, ou du moins pas de la même manière. Les plantes, les animaux, les milieux naturels et les humains font finalement partie d'un même monde, avec, et c'est l'objet de ce livre, l'importance des rites de passage pour être en lien avec son environnement naturel. Pour en parler, Sébastien Chaplon est notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour Monsieur Zamit, bonjour à toutes et à tous. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Sébastien Chaplon. Vous êtes psychologue, clinicien et maître de conférences en psychologie à l'Université de Guyane au sein du laboratoire Minéa. Vous avez co-dirigé cet ouvrage dont on va parler avec Jocelyn Lachance. Le livre vient tout juste de paraître aux éditions InPress. Déjà, pour poser un petit peu le cadre, est-ce que vous pourriez revenir, on va dire, sur la démarche autour de ce travail? Parce que ça parle de beaucoup de choses, il y a beaucoup de sujets qui sont abordés. C'était quoi l'objectif, on va dire, premier? Qu'est-ce que vous aviez tous envie de faire à la base? Alors, on se rend compte qu'en Guyane, on a beaucoup de richesses inexplorées, et notamment concernant les cultures de Guyane. Parfois, on a des collègues chercheurs qui viennent d'universités lointaines pour faire des travaux. On sait que tout le monde sait que beaucoup sont repartis sans forcément rendre compte de leurs travaux. Et donc l'idée, c'était déjà de faire quelque chose avec le laboratoire Minéa, avec les jeunes collègues du laboratoire Minéa, les plus ou moins jeunes collègues. Et puis avec l'idée qu'aujourd'hui en Occident, on se rend compte de plus en plus que l'adolescence est une difficulté pour les adolescents et une difficulté pour les sociétés qui vont considérer, comme l'avait dit Chevènement de manière horrible, comme des sauvageons les jeunes gens. Et on voit qu'on a de plus en plus de mal à se débrouiller dans les sociétés modernes de l'adolescence et de la puberté. Et Oui. quand on y regarde bien, en Guyane notamment, quand on regarde autour de nous, il y a des sociétés qui savent encore y faire avec leurs adolescents, qu'elles n'appellent pas des adolescents d'ailleurs, qu'elles appellent soit des enfants, soit des adultes. Ouais, l'adolescence, c'est vraiment une construction pour le coup occidentale. Alors oui, c'est une construction. Edgar Morin elle a situé l'apparition du concept en 1961. D'accord. C'est une construction occidentale, mais une construction qui est liée à la disparition de quelque chose. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va voir apparaître une difficulté dans un fonctionnement individuel ou collectif, il faut toujours se poser la question de qu'est-ce qui empêchait cette difficulté, qu'est-ce qui faisait qu'avant ça fonctionnait. L'adolescence, elle n'est pas apparue en 1961, elle a toujours existé. On l'appelait pas adolescence, mais les adolescents, ceux qu'on appelle aujourd'hui les adolescents, sont venus contraindre les adultes à étudier ce qui se passait parce qu'ils avaient besoin de reconnaissance, ils avaient besoin de passage, ils avaient besoin de forcer le passage. Et il n'y a pas simplement l'absence de rite de passage, hein, mais en tout cas, parmi ce que les sociétés ont traditionnellement mis en place, tout à l'heure il était question d'intelligence collective, de ce qui a été pensé collectivement à travers le temps, à travers la succession des générations, c'est le fait qu'au moment de la puberté, on ne pouvait pas laisser les jeunes gens seuls livrés eux-mêmes avec l'obligation de traverser seuls ce gué inconfortable qu'est le passage vers la vie adulte et le fait de quitter le monde de l'enfance. Mon ancien directeur de thèse, moi je me suis beaucoup intéressé à l'adolescence et lui encore plus, François Marty, disait que les adolescents ne sont pas de simples enfants qui ont quitté l'enfance. Ça va bien au-delà. L'adolescence, ce sont des personnes qui ont à se construire une nouvelle identité. L'adolescence n'est pas la continuité de l'enfance. Et les rites de passage nous le montrent. Donc on comprend bien l'importance de s'intéresser justement à ce passage-là finalement entre l'enfance et l'âge adulte. Pourquoi avoir voulu du coup vous intéresser sur les liens qu'il y a entre les rites de passage qu'on peut voir encore aujourd'hui dans énormément de sociétés et dans beaucoup de cultures, et le lien précisément qu'il y a durant ces rites de passage avec l'environnement naturel, Sébastien Chaplon? Alors, comme
l'adolescence, le savoir-faire, les savoir-faire éducatifs en matière d'adolescence, ce que maintenant on va chercher dans les bouquins, Oui. pour que les parents vont chercher dans les bouquins, comment élever son enfant, comment s'occuper de son adolescent, comment ne pas craquer à l'adolescence. C'est lié au fait que la puberté, on a oublié comment on la prenait en charge. Quand je dis on a oublié, on a collectivement oublié. Mais de la même façon, la nature, on est en train d'en perdre le fil. Qui s'intéresse encore au chant des petits oiseaux le matin ou à la disparition des chants des petits oiseaux le matin. On est en train de perdre le contact avec ce que Philippe Descola appelle le vivant non humain, pour bien distinguer pour éviter le concept de nature que j'utiliserai peut-être que j'ai tendance à utiliser par simplification, Oui. mais le concept de nature qui est là aussi, comme l'adolescence, une invention occidentale pour bien distinguer nature et culture. Mais on ne peut pas vivre sans la nature, et certaines sociétés nous démontrent que le lien à la nature fait intégralement partie de la vie de l'être humain. Et quand je dis lien à la nature, c'est déjà une erreur d'expression, parce que quand on regarde, je pense notamment dans ce travail collectif, au magnifique chapitre d'ouvrage de Thierry Gogol d'Alondan, qui est spécialiste des rites de passage et qui allait étudier les Batwa au Congo-Kinshasa. Et ce qu'il montre, il vérifie totalement les hypothèses de Descola. C'est une société dans laquelle l'homme participe à la nature et la nature participe à la vie humaine. Ouais, la définition même de la nature, Sébastien Chaplon, comment dire, on sait bien que le rapport à ce qui est nature, entre mille guillemets, du coup, il sera pas du tout le même selon les cultures. Est-ce que vous pourriez revenir sur cette expression qui revient tout au long du livre, le vivant non humain, en quelque sorte? Alors ça, c'est le travail un grand élève de Lévi-Strauss, c'est Philippe Descola, Ouais. qui a été maintenant qui est suivi par de nombreux chercheurs. L'idée, c'est de pouvoir s'éloigner du concept de nature qui a été forgé par le monde occidental, et notamment qui a été beaucoup employé dans la période coloniale, puisque les esclaves étaient des êtres de nature, et donc on pouvait traiter les choses, les biens, la nature et les hommes de la même façon, puisqu'on avait le droit d'exploiter la nature et que ça rentrait intégralement dans le cadre de la volonté d'expansion coloniale. Oui, c'est pas qu'une construction culturelle, c'est aussi une construction politique, finalement, ce terme même de nature, Sébastien Chaplon. Oui. Ça a été. Alors ça, c'est notamment Sylvie Faure qui a beaucoup travaillé sur cette question-là. Et la nature est aussi un concept, qui est utilisé politiquement. Et je crois qu'il suffit d'écouter aujourd'hui la manière dont certains termes sont employés dans le vocable de certains dirigeants. Et je pense qu'on passe tous à un en particulier, Donald Trump. On voit que le fait de délier l'homme de la nature et le fait de s'imaginer en être indépendant de l'avenir de la nature, peut permettre les pires excès. Est-ce que, au final, il n'y a pas énormément d'incompréhensions qui viennent juste du fait que quand on parle de nature, de biodiversité, d'écologie, en fait, les gens parfois n'ont juste pas les mêmes référentiels, pas la même définition, ni même le rapport en fait à la nature, encore une fois entre mille guillemets, Sébastien Chaplon. Oui, alors je pense qu'on a tous des conceptions extrêmement... Moi qui suis auvergnat, j'ai des conceptions extrêmement différentes de mes amis Saramaka, par exemple, de la nature. Mais ce qui me semble intéressant, c'est que les uns comme les autres, on a malheureusement comme point commun d'être tous en train de perdre notre lien à la nature, et nos enfants sont tous en train de le perdre. Alors à une échelle différente selon la culture à laquelle on appartient, mais je crois que le grand risque qu'on court, c'est de s'éloigner de ce lien à la nature, qui est aussi un lien qui permet d'une certaine manière, et c'est ce que cet ouvrage tend à démontrer d'une certaine façon, en le prenant sous différents angles, sous différentes cultures, que ce lien à la nature, il est aussi très important pour la santé mentale de nos jeunes, pour notre bien-être et pour la santé mentale de nos jeunes. Et encore une fois, j'en reviens à la définition de nature. Est-ce que le problème, là, finalement, de ce que vous êtes en train de dire, c'est que je me mets à la place de personnes qui sont en train de vous écouter, et ce discours de on est en train de perdre le contact, le lien qu'on a avec la nature, il est tellement associé au discours, allez, on va dire du Parisien bobo qui se plaint finalement d'habiter dans la ville et de ne pas être suffisamment connecté à la nature,
qu'on oublie en fait ce que ça signifie véritablement pour énormément de personnes, Sébastien Chaplon. Enfin, la question est complexe. Oui. Effectivement, il y a l'idée du Parisien bobo qui voudrait défendre l'écologie sans jamais avoir utilisé une pioche et une bêche. Mais je crois qu'on a tendance dans ce 21e siècle, on a tendance à beaucoup opposer les hommes et à mettre des catégories. Aujourd'hui, je crois que la catégorie écolo est très très attaquée. C'est une catégorie très très attaquée parce que être écolo aujourd'hui, c'est aussi d'une certaine façon, qu'on le veuille ou non, remettre en cause un certain système de fonctionnement, le système capitaliste. Et ça, il y a certaines, on voit bien quand il y a certains l'attaquent. Je semble m'éloigner du sujet, mais pas tant que ça. Quand on parle de taxe Zuckman, on voit qu'il y a des gens qui montent au créneau parce que ça les met en danger. De la même façon, quand on parle d'écologie, on voit que ça fait monter beaucoup de gens au créneau parce que ça remet certains intérêts certains intérêts économiques en jeu. J'aurais tendance à dire l'intérêt d'une minorité par rapport aux intérêts à préserver d'une majorité. Mais pour revenir plus précisément peut-être à votre question, je crois que il y a aussi l'idée qu'il y a beaucoup de gens qui sont écolos sans pour autant se sentir écolos. C'est-à-dire, et écolo, c'est l'idée de vouloir défendre quelque chose. L'idée aussi en Occident, c'est vouloir défendre quelque chose qu'on a perdu. En Europe, moi, les forêts de mon grand-père, les forêts où j'allais me promener avec mon grand-père en France, elles ont disparu. On replante des arbres, on en est là. En Guyane, je ne sais pas ce qu'il en sera dans 20 ans et ce que diront les enfants qui ont 10 ans aujourd'hui, dans 20 ans. Mais c'est le risque qu'on court. Mais je pense que l'idée, c'est de pouvoir valoriser l'importance des savoir-faire autour de la nature et l'importance de ce lien, justement pour permettre à des jeunes gens, mais aussi à leurs parents, de se dire que finalement, ce qu'ils ont, c'est pas si mal et qu'on n'est peut-être pas obligé de troquer un Pangui contre un t-shirt Nike ou une robe Gucci. Ma question, c'était pas tant pour critiquer le discours écologiste en tant que tel, mais c'est pour revenir finalement avec l'objet de votre livre. Comment dire, ce qui revient très souvent quand on s'intéresse finalement au rite de passage, c'est qu'on se rend compte qu'il y a une expérience physique avec son environnement, que ce soit avec les plantes, que ce soit avec l'eau, que ce soit avec les insectes. On met le corps de l'humain vraiment au milieu de son environnement naturel. Et c'est pour ça que je refaisais le lien avec le discours écologiste, qui peut parfois paraître un peu superficiel, si vous voulez. Et c'était, voilà, pour interroger ce point-là. Est-ce qu'il y a des points communs qui reviennent dans tous les rites de passage que vous avez essayé d'étudier, Sébastien Chaplon, dans cet ouvrage ? Oui, bien sûr. Il y a des. Alors juste, je reviens. Du coup, j'essaie de répondre un peu plus précisément à la question, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a des jeunes gens qui sont écolos, qui se revendiquent écolos et qui sont aussi à la recherche de choses qui ont été perdues par la génération précédente. Oui. Qui cherchent à renouer un contact avec la nature, qui n'est pas forcément simple, puisque notre lien à la nature, il est aussi lié au lien que nos grands-parents avaient avec la nature. Quand je dis les promenades que je faisais avec mon grand-père, mon lien à la nature, peut-être que mon prof de biologie m'a appris des choses, mais celui qui m'a appris des choses, c'est celui qui me faisait promener dans la nature avec lui et qui m'apprenait à cueillir des champignons. Oui, là, pour le coup, il y avait un rapport concret en fait avec la nature. Ouais. Et il y a des jeunes qui n'ont plus de rapport concret à la nature. Choly, dans l'ouvrage, montre que, c'est une étude dont il s'est emparé, mais que Choly, qui est un collègue Hmong qui travaille sur les rites de passage chez les Hmong, et notamment comment on devient un homme adulte dans la société Hmong, lui, il montre que à Paris, il y a beaucoup d'enfants qui ne savent pas qu'un poisson pané est lié à un poisson. Ils ne savent pas ce que c'est un poisson, ils savent ce que c'est un poisson pané. Donc il y a des jeunes qui sont totalement déconnectés de la nature et qui cherchent par contre à s'y reconnecter. Justement, puisque vous parlez de Choly, donc c'est un des auteurs du livre qui est Hmong, et il explique que savoir égorger un poulet, c'est quelque chose de très important dans sa culture dès le plus jeune âge, et ça a posé des problèmes pour la communauté Hmong qui vit aux États-Unis, parce qu'il y avait des jeunes Hmong à l'école à qui on avait demandé à quoi ça sert un couteau, et au lieu de dire à couper de la viande,
ils avaient répondu à tuer. Et du coup, il y a les services sociaux qui ont été appelés par les enseignants parce qu'il y avait une crainte en fait de la réponse de leurs élèves. Est-ce que c'est un exemple finalement qui montre à quel point des différences dans la conception même en fait du rapport à la vie et à la mort, ça peut créer des incompréhensions énormes finalement ensuite entre les personnes. Et oui, je vous remercie parce que je vois que vous avez bien lu le livre avec attention. Ça fait chaud au cœur. Mais oui, on avait aussi on s'était donné pour consigne collective pour chaque rite étudié de regarder, d'observer et d'expliquer comment ces rites avaient évolué avec le temps, éventuellement comment ils avaient réussi à survivre pour ceux qui survivaient et comment ils avaient été attaqués, et parfois comment ils avaient disparu. Et dans le cas de la société Hmong, et notamment de la société Hmong migrante aux États-Unis, ils montrent à quel point ça a été compliqué de pouvoir perpétuer le rite. Ouais. Les Hmong s'y sont adaptés parce que le rite, l'importance de ce rite, ils le connaissent et donc ils ont continué d'apprendre à leurs enfants, à leurs fils, à tuer des animaux, puisque c'est ça, savoir tuer un animal et savoir le cuisiner, mais en passant par un système légal, parce que sinon ils retrouvaient très souvent l'aide sociale à l'enfance, la police chez eux. Et donc, ils ont dû s'adapter. On aurait pu continuer à parler pendant très longtemps, tellement il y a de sujets à aborder dans ce livre. Merci beaucoup Sébastien Chaplon d'avoir été avec nous ce matin. À noter une table ronde à l'Université de Guyane pour justement parler du livre. Ce sera le 24 octobre dans l'amphia de l'université. Merci encore.